À l'écoute des RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Nous sommes le mercredi 26 mars et au sommaire de ce journal en français facile, Volodymyr Zelensky vient d'arriver à Paris. Le président ukrainien va rencontrer Emmanuel Macron ce soir avant un sommet international prévu demain dans la capitale française. Autre sujet, le Groenland. Il nous faut le Groenland. Dernière déclaration du président américain Donald Trump avant l'arrivée de son vice-président au Groenland, prévu dans 2 jours. L'actualité sur le continent africain, c'est au Soudan que l'armée a repris le contrôle de l'aéroport de Khartoum. Son contrôle lui avait échappé depuis 2 ans. Et puis sur le continent asiatique, au moins 24 morts en Corée du Sud, des morts victimes de feux de forêt d'une rare intensité. Nous appellerons notre correspondant à Séoul. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Volodymyr Zelensky vient de poser le pied en France. Le président ukrainien sera accueilli dans quelques instants à l'Élysée par Emmanuel Macron. Les 2 hommes doivent préparer ce sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine prévu demain en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Sommet qui a pour but de rassembler les pays qui sont prêts à s'engager en cas d'application d'un cessez-le-feu. Car depuis hier, les contours de l'accord trouvé entre Russes et Ukrainiens sous l'égide des États-Unis restent encore flous. Les États-Unis ont fait savoir que les 2 parties avaient accepté le principe d'une pause des frappes visant les infrastructures énergétiques ainsi que d'un retour à la liberté de circulation commerciale en mer Noire, mais aucune date n'est avancée. Une chose est sûre, en attendant, la Russie en demande toujours plus. C'est l'analyse du chercheur Cyril Brett. Il est membre de l'Institut Montaigne. Le groupe de travail a planché sur la liberté de navigation en mer Noire et les Russes l'interprètent comme la liberté de commercer pour toutes leurs entreprises du secteur agro-industriel, c'est-à-dire en fait une négociation sur les sanctions. Donc ils subversissent les négociations. Les négociations ne portent pas sur la levée des sanctions, les négociations portent sur un cessez-le-feu géographiquement et militairement circonscrit. Ils ont assorti la mise en œuvre de ce cessez-le-feu en mer Noire de tellement de conditions relatives à leur secteur agroalimentaire, relatives à leurs exportations, relatives au financement de ce secteur, relatives également à la connexion de leurs banques agricoles au système de paiement internationaux, qu'en fait, les conditions énoncées par la Russie montrent bien que ce cessez-le-feu a malheureusement peu de chances d'être durablement mis en œuvre. L'analyse de Cyril Brett, propos recueillis par Vincent Souriau. Au Proche-Orient, les nouvelles menaces de Benyamin Netanyahou sur Gaza. Le Premier ministre israélien avertit le Hamas. Si le Hamas refuse de libérer les otages toujours retenus dans le territoire palestinien, Israël va annexer, va s'emparer de parties de la bande de Gaza. Le Hamas prévient de son côté que la vie des otages est en danger depuis la reprise des bombardements israéliens il y a maintenant 1 semaine. Le mouvement islamiste palestinien qui est par ailleurs confronté à des manifestations en interne qui demandent son départ. Dehors, 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 le Hamas doit partir, ont scandé hier soir des manifestants. Plusieurs centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues de Gaza pour demander la fin de la guerre et le départ du Hamas. Le journal en français facile. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité internationale. Nous en avons besoin, il nous le faut. Dernière déclaration il y a quelques minutes de Donald Trump, et ce à 2 jours du voyage de son vice-président, J.D. Vance, au Groenland. Rappelons que cette île est un territoire qui appartient au Danemark. Il faut dire que depuis quelques jours, Daniel Valo, la tension monte entre les États-Unis et le Danemark. Tout commence par l'annonce d'une visite de la femme du vice-président américain et de plusieurs officiels de haut rang. Une visite non sollicitée par le gouvernement autonome du Groenland et qualifiée de pression insupportable par le Danemark. La tension diplomatique monte encore d'un cran lorsque J.D. Vance annonce ce mardi sur les réseaux sociaux qu'il va accompagner lui aussi son épouse.
Hey guys, it's J.D. Vance, the Vice President, and you know there was so much excitement around Usha's... Salut les gars, je suis J.D. Vance, le vice-président. Et vous savez, il y a tellement d'excitation autour de la visite de ma femme au Groenland que j'ai décidé de la rejoindre. Beaucoup de pays menacent le territoire du Groenland et ses eaux territoriales, et ils le font pour menacer les États-Unis et bien sûr le peuple du Groenland. Alors je vais voir sur place comment est la situation. Le message aurait pu encore jeter de l'huile sur le feu, mais dans la foulée, une précision de taille est faite par la Maison-Blanche. Le vice-président et sa femme se contenteront de visiter un site militaire américain. Et tous les autres déplacements au sein de la société groenlandaise sont finalement annulés. Un changement de programme perçu comme un rétropédalage par le Danemark, qui ne voit désormais aucune objection à cette visite impromptue, puisqu'elle se déroule entre les murs d'une base américaine. Daniel Valo, RFI à Paris, 17h06, l'actualité sur le continent africain. Tout d'abord au Soudan. L'armée soudanaise a repris le contrôle de l'aéroport de Khartoum, annoncent nos confrères de l'agence France Presse. Khartoum, la capitale du Soudan, est au cœur de violents combats depuis maintenant plusieurs semaines. Selon une source au sein de l'armée soudanaise, l'aéroport a été totalement sécurisé aujourd'hui, ce qui marque un nouveau revers pour les hommes des FSR, les forces de soutien rapide, et ce quelques jours après la reprise du palais présidentiel et du quartier des affaires par les forces gouvernementales. Au Niger, au moins 50 plus à la tête du pays pour le général Tiani, le chef du régime militaire nigérien, arrivé au pouvoir par un coup d'État en juillet 2023, a été aujourd'hui proclamé président de la République pour une durée d'au moins 5 ans lors d'une cérémonie à Niamey, retransmise à la télévision d'État. La Corée du Sud, ravagée par des immenses feux de forêt. Depuis ce week-end, près de 12 différents feux brûlent les massifs montagneux de Corée du Sud. Près de 900 km² sont déjà partis en fumée. 24 personnes sont mortes dans ces incendies. Incendies qui ont également détruit un des plus anciens temples bouddhistes du pays et menacent même un village historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une catastrophe amplifiée notamment par le réchauffement climatique. Celio Fioretti nous appelle de Corée du Sud. C'est le plus grand feu de forêt de l'histoire de la Corée. Depuis dimanche, les pompiers tentent de restreindre des feux qui ne font que s'étendre sur des terres asséchées par le manque de pluie. Nous joignons au téléphone So Jae-chol, expert de la protection des forêts et présent sur les lieux de l'incendie. La météo est très sèche. Ces 10 derniers jours, des températures exceptionnellement élevées pour cette saison ont été enregistrées, créant ainsi des conditions propices aux incendies de forêt. Cet hiver, les précipitations ont été nettement inférieures à la normale et les températures moyennes sont bien plus élevées qu'il y a 20 ou 30 ans. Une sécheresse qui tire son origine du réchauffement climatique, poursuit So Jae-chol. Cette sécheresse exceptionnelle qui se prolonge sans précédent est l'un des phénomènes de dérèglement climatique observés en Corée du Sud depuis 2015, particulièrement en hiver et au printemps. Cette situation est bien documentée, elle fait l'unanimité auprès des scientifiques. C'est pour cela que plusieurs feux de forêt de différentes ampleurs se déclarent facilement à travers les zones boisées du pays. Les pompiers espèrent que les orages prévus pour la journée de demain les aideront à venir à bout des incendies. Celio Fioretti, Séoul, RFI. Et puis un chiffre en France, combien coûtent les événements climatiques, les tempêtes, les inondations? Un chiffre avancé par les assureurs, 5 milliards d'euros pour l'année 2024. L'année 2024 ne constitue pas un record pour les assureurs, mais avec 5 milliards d'euros de dégâts causés par ces événements climatiques, elle témoigne de la hausse considérable du coût des catastrophes naturelles depuis les années 1980 en France. L'heure d'accueillir Annie Gasnier pour nous parler de Radio Foot International. Bonjour Annie. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Avec aujourd'hui au programme, nous ferons le bilan de ces journées d'éliminatoires sur le continent africain, éliminatoires en vue de la Coupe du Monde aux États-Unis l'année prochaine, celle de 2026. Et puis nous parlerons de la victoire monumentale de l'Argentine et de cette défaite monumentale des Brésiliens à Buenos Aires. À tout de suite Annie Gasnier, RFI à Paris, 17h10.